En ce jour, supposée culmination, la transition de l'ascension de la princesse Aira au trône d'Onyx, un siège de pouvoir tenu par la garde royale, était illuminé par les rayons du soleil qui filtraient à travers le canopy cristallin, bien au-dessus, projetant des motifs changeants d'émeraude et d'or sur le sol d'obsidienne polie. La grande salle de la citadelle vélienne bourdonnait d'une tension fragile, épaisse et étouffante comme l'ozone avant une tempête. La garde royale se tenait rigidement en formation, leur armure cérémonielle brillant sous le ciel artificiel, annoncée par ses ancêtres depuis des millénaires, mais l'air était teinté de rumeurs sinistres qui se faufilaient parmi la noblesse rassemblée comme des nuisibles invisibles, leurs ornements élaborés, bruissant d'inquiétude, alors qu'Aira se tenait au seuil, ses épaules alourdies par le manteau cérémoniel des étoiles que les Viraliens tenaient en haute estime parce qu'il était une manifestation physique du pouvoir. Quelque chose que Aira, malgré son esprit incisif, était considérée comme trop délicate et trop étroite pour ses épaules étroites. La grâce de la défunte reine était fragile, et sa stature manquait de l'imposante carrure de sa lignée. Elle le ressentait dans les regards détournés, les tons soigneusement modulés des conseillers de la cour et l'air dédaigneux qui s'accrochait à elle comme un linceul. Elle craignait de manquer du respect et de la peur nécessaires pour gouverner un monde toujours vigilant contre les ombres rôdant dans le vide galactique. Ses yeux se dirigèrent vers son oncle Lord Chaos, qui se tenait près du dais où le trône l'attendait. Ses yeux se dirigèrent vers son oncle Lord Chaos, qui se tenait près du dais où le trône l'attendait. Elra sentit un nœud dans son ventre, comme si une prémonition s'enroulait froide et aiguisée à ses côtés. Elra sentit un nœud dans son ventre, comme si une prémonition se coalait froide et aiguisée à ses côtés. Le capitaine Dax Roven se tenait en sentinelle, son visage marqué par le temps impassible, mais sa main reposait légèrement sur la garde de son sabre, plasmant une subtile réassurance. C'était un homme imposant. Sa présence irradiait une puissance physique brute, sa mâchoire était aussi dure que le granit, et ses yeux des éclats d'obsidienne froide scrutaient le hall avec une intensité troublante. Il fit un léger signe de tête, un geste dépourvu de chaleur, empreint de quelque chose qui ressemblait de manière troublante à de la pitié ou peut-être de l'anticipation. Dans sa voix basse et grondante qu'elle seule pouvait entendre, il murmura « La force qui coule en toi de ta mère ne se mesure pas seulement à la stature, tu es un taureau, luttant contre la marée montante de la peur et du courage. » Il était un vétéran qui avait prêté un serment à sa mère et était maintenant sa seule source de réconfort. Aira prit une profonde inspiration, se recentra et réalisa que bien qu'elle ne puisse pas contrôler la façon dont les autres la voyaient, elle pouvait contrôler ses propres actions. Avec le dos droit et le menton relevé, elle commença à se diriger vers le trône, le son de ses pas résonnant à travers la vaste salle. Le murmure s'estompa, et les nobles tinrent leur position, leurs expressions mêlant respect, suspicion et une qualité énigmatique et plus sombre. Enfin, elle arriva aux marches du dais où le trône d'Onyx se tenait sculpté dans un seul bloc d'obsidienne et orné de constellations scintillantes. Alors que Velia se préparait à monter, une douce lueur émanait de l'intérieur symbolisant la stabilité et la continuité. Cependant, sa sérénité fut brusquement perturbée par un fracas assourdissant, brisant la solennité. L'une des portes de la grande salle s'ouvrit en grand, la détachant de ses ancrages magnétiques. Au milieu de ce bouleversement des silhouettes, vêtues d'une armure noire mate sans aucune insigne, sauf un cas stylisé,
chargèrent d'intervenir dans la salle des éclairs de plasma jaillissant de leurs fusils. Des cris déchirèrent l'air, poussant les nobles à se précipiter à couvert leurs atours piétinés sous leurs pieds. La garde royale, prise de court par ce tournant inattendu des événements, réagit instinctivement. Dans l'antre de la bataille, une cacophonie de commandements éclata avec des lumières émeraude et or, s'éteignant et clignotant violemment avec des éclairs d'énergie rouge. Trahison. Roven rugit, son sabre vibrant d'une énergie mortelle. Il poussa Elra derrière lui, se positionnant entre elle et les assaillants envahissants, dans un effort pour protéger la princesse. Cependant, l'attaque était incroyablement bien coordonnée et brutalement efficace. Les soldats en noir se déplaçaient avec une férocité disciplinée, abattant brutalement la garde royale avec une précision impitoyable. Aira regardait avec horreur, alors que les gardes qu'elle connaissait depuis son enfance s'effondraient, leur armure brillante, carbonisée et brisée. Les assaillants avançaient, leur objectif fixé sur le trône. Soudain, elle remarqua Carrows, qui s'était obstinément positionné près du trône. Cependant, il affichait maintenant un sourire cruel qui tordait ses lèvres, levant une main. Il ordonna aux soldats qui le flanquaient de tourner leurs armes vers l'intérieur, tirant à bout, portant sur les gardes loyalistes les plus proches de lui. Aira sentit le mot se coincer dans sa gorge alors qu'il déclarait « Le trône exige de la force ». Sa voix résonna au-dessus du conflit amplifié par des haut-parleurs cachés. Varelia ne peut pas être dirigée par un enfant. Elle a besoin d'une main ferme et d'une volonté de faire. Il me faut le cercle entourant. Elra et Roven se resserra, et le feu plasma brûla l'air frappant les marches de Dea et envoyant des éclats d'obsidienne volés. Roven se battait comme un cat-hound acculé, sa lame bleue, étant un tourbillon de défense déviant les éclairs de feu et abattant les attaquants qui osaient s'approcher trop près. Cependant, ils étaient dramatiquement en infériorité numérique. « Princesse, vous devez partir. » Un grognement échappa aux lèvres de Roven alors qu'il paraît une frappe vicieuse. « Il y a un passage derrière le trône. Ta mère me l'a montré pour les urgences. »« Je ne te laisserai pas !» cria Elra, sa voix tremblant de détermination. « Il n'y a pas de choix. » Avec une grimace sur le visage, il risqua de regarder en arrière, ses yeux rencontrant les siens avec une loyauté farouche et une urgence désespérée. « Varelia a besoin de sa reine pour survivre. Va maintenant, Viselija. » Men, il se retourna, se mettant à couvert d'une autre salve de feu. Son armure étincela et grogna sous l'impact. Des larmes coulaient sur le visage d'Elera alors qu'elle criait. La scène horrible devenait de plus en plus floue alors que Chaos montait le déis, son regard fixé sur le trône. Il était sur le point de gagner et toute hésitation signifierait la mort. Les paroles de Roven résonnaient dans son esprit, menant à un sanglot qui déchirait son âme. Elle se retourna et fouilla derrière le trône massif, ses doigts effleurant une couture presque invisible. Elle se souvenait des instructions hâtives de sa mère d'il y a des années, et dans le silence de la nuit, elle pressa une séquence de symboles sculptés. Alors que le panneau se fermait, Dax Roven se tenait défiant, son sabre brillant comme un phare de lumière bleue contre la mer d'armure noire. Il lui avait acheté des secondes précieuses avec sa vie, mais ensuite le panneau se referma, et elle fut plongée dans l'obscurité totale. Les sons de la bataille se turent soudainement remplacés par le tonnerre frénétique de son propre cœur. Elle était seule, exilée, traquée, et le poids d'un royaume volé pesait sur ses épaules délicates. Aira trébuchait souvent, ses robes cérémonielles s'accrochant à des protubérances invisibles, ses chaussons doux offrant peu d'adhérence sur la pierre inégale. L'obscurité était profonde, seulement brisée par la lueur phosphorescente faible de champignons étranges
s'accrochant aux murs humides. Elle courait, alimentée par le chagrin et le sacrifice de Rowan dans les profondeurs inconnues sous son foyer dans le tunnel d'évasion qui serpentait vers le bas, une artère rugueuse à travers la croûte de la planète. Il connaissait les tunnels, donc il supposerait qu'elle était morte dans le chaos initial. Cependant, il ne laisserait rien au hasard, y compris la possibilité qu'elle ait survécu, ce qu'il ne pouvait tolérer plus de quelques heures. Les sons étouffés du coup d'État s'étaient estompés derrière elle, remplacés par le goutte à goutte de l'eau, le grattement des créatures invisibles et les halètements rauques de sa propre respiration. Le chagrin était une douleur aiguë et débilitante dans sa poitrine, et la peur était un carburant plus puissant. Cale Rose ne cesserait pas de la traquer. Le passage du temps devint flou, alors qu'elle luttait contre l'épuisement, ses muscles se tordant de protestation et son esprit engourdi par le choc. Pourtant, elle persista poussée par le dernier ordre de Rowan de vivre, même si l'idée de diriger depuis les profondeurs était une blague cruelle. Finalement, elle émergea de l'obscurité dans un hub de transit souterrain où de longues lumières d'urgence abandonnées clignotaient par intermittence, révélant des plateformes poussiéreuses et des tubes maglev délabrés, fouillant les débris de maintenance abandonnés. Elle découvrit une tablette de données avec des cartes stellaires obsolètes et des manifestes de station dans l'un des casiers. Abandonner la personnalité de la princesse et devenir quelqu'un d'autre anonyme lui semblait comme se débarrasser de sa propre peau. Elle cacha sa lourde robe au fond d'un conduit de ventilation parce qu'elle était trop reconnaissable et dangereuse. Son identité était devenue son plus grand handicap. En utilisant les anciennes cartes et sa propre connaissance des systèmes planétaires, elle navigua dans le réseau de transit abandonné. Naviguant furtivement à travers les couloirs oubliés de l'infrastructure de Velia, elle atteint sa destination, les quais orbitaux, et se retrouve au milieu des naissances chaotiques et non réglementées des cargos où elle rassemble le reste de ses effets personnels, des bijoux délicats, dissimulés dans sa tenue en échange d'un passage sur le Starhopper, délabré, un transporteur de marchandises destiné à la bordure extérieure. Le capitaine, un gorvion chevronné à 4 bras avec des yeux qui... Le voyage entier fut un tourbillon de vibrations des moteurs à air recyclé et le bourdonnement constant des systèmes vieillissants du vaisseau. Aira resta silencieuse, blottie dans un coin avec sa cape empruntée tirée bas sur son visage. Elle ne parlait que lorsque c'était absolument nécessaire, adoptant un accent sec et insignifiant qu'elle pratiquait à voix basse. Elle mangeait la pâte nutritive insipide qui lui était fournie dormait par intermittence sur une couchette étroite et regardait les étoiles. Alors qu'elle passait à toute vitesse devant le hublot sale, chaque année-lumière la éloignait de chez elle et de tout ce qu'elle avait jamais connu. La perte de ses parents de Rowan et de son royaume pesait lourdement, mais elle l'enfouissait, la cachant derrière un mur d'engourdissement nécessaire. Finalement, elle choisit la station Nexus, une vaste plateforme orbitale indépendante à la confluence de plusieurs routes hyperspatiales majeures. Comme destination, Nexus était un creuset culturel, un endroit où des individus de tous horizons pouvaient se retrouver. Les agents de Cale Rose seraient inconscients de la nature vaste, chaotique et anonyme de la station qui offrait un cadre idéal pour une princesse exilée de disparaître sans laisser de traces. Dans l'architecture complexe de la station, diverses guildes corporations de médecins et syndicats criminels avaient établi leur propre territoire et l'information circulait comme une monnaie. Cependant, la loyauté était une denrée que peu pouvaient se permettre. La station était à la fois dangereuse et offrait une forme de sécurité inhabituelle en raison de son anarchie inhérente.
Entrer dans la station Nexus était une expérience sensorielle écrasante tant pour les chasseurs que pour les proies. L'air était rempli de 1000 langues, des publicités holographiques retentissaient, les pneumatiques sifflaient, les vendeurs criaient et le grondement des traîneaux de transport résonnait. Des êtres de toutes informes et tailles se bousculaient dans les couloirs bondés avec des insectoïdes qui cliquetaient des reptiles, qui se faufilaient des mammifères, qui marchandaient, et l'échelle même était écrasante. La ville se tenait au-dessus du vide, avec des couches et des couches de matériaux durables et plastiques s'étendant dans toutes les directions. Adoptant le nom de Lyra, un nom commun et humble à travers de nombreux systèmes, elle se lança dans sa recherche de travail. C'était une expérience humiliante et dégradante, car son éducation raffinée ne l'avait pas préparée au travail physique, ni au rejet brusque des employeurs potentiels. Elle se sentait comme un minuscule point dans un univers impersonnel, et elle avait besoin de crédit, d'un abri et d'un moyen de survivre tout en restant invisible. Elle était trop timide, mal préparée, et manquait de l'expérience rugueuse des habitués de la station lorsqu'elle chercha du réconfort dans la cantina cosmique, un bouge sordide au sous-sol de la station, connu pour ses cocktails forts, ses clients louches et sa volonté d'employer quiconque capable de supporter la pression. En réponse à sa question timide, le propriétaire, un céphidien tentaculaire massif nommé Grok, grogna, puis lui lança un tablier sale et désigna le comptoir de service débordant. Lyra, la persona qu'Elyra habitait, apprit rapidement à naviguer à travers le chaos sans attirer l'attention sur elle. Sa petite taille lui permettait de se faufiler dans des espaces que les autres ne pouvaient pas atteindre, et elle endurait des remarques obscènes et des mains baladeuses occasionnelles tout en nettoyant les déversements. Le travail était épuisant et long, et elle ne tirait aucune joie à éviter le danger. Au fil des mois, dans ce rythme épuisant et précaire, Lyra devint une figure familière de la cantina insignifiante et se fondant dans le bruit de fond. Elle apprit à lire les humeurs des clients, à anticiper les problèmes et à dévier les avances indésirables avec un détachement qui décourageait la persistance. Les oreilles grandes ouvertes, elle recueillait des bribes d'informations sur la politique galactique, les routes commerciales et surtout sur les murmures concernant Varelia ou Lord Chaos. Elle entassait ses maigres gains. Le coût physique était immense, mais le coût psychologique était bien plus lourd. Elle devait être constamment vigilante, craignant d'être découverte et seule. Certaines nuits, ces murs soigneusement construits autour de son chagrin s'effondraient et elle sanglotait silencieusement dans son lit étroit, pleurant sa vie perdue et ses proches. Cela s'est produit lors d'un service de nuit particulièrement chaotique, lorsqu'une bagarre a éclaté entre une équipe de chasseurs d'astéroïdes régéliens. Ils se distinguaient parmi les mineurs et les mercenaires sur Hurley Cathara. Ils ne se battaient pas, mais observait plutôt depuis une cabine sombre dans le coin sirotant un verre de liquide ambré. Malgré son humanité, il était étonnamment grand pour son espèce, dominant la plupart des clients, même assis. Ses yeux avaient une intensité tranquille, scrutant la pièce avec un calme prédateur qui semblait pratiqué. Il portait des vêtements simples et durables, mais sa posture et la façon dont il tenait ses armes le trahissaient. À une occasion, alors qu'Aira débarrassait sa table, un Zultarien ivre trébucha en arrière et s'écrasa contre elle, envoyant un plateau plein de verres sales et de restes de nourriture. Cela rendit Aira nerveuse car il semblait avoir un passé bien éloigné de la misère de la cantina. Il devint un habitué, choisissant toujours le même coin tranquille et parlant rarement, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle. Juste au moment où Zarion allait l'écraser contre le mur, un bras puissant surgit et stabilisa l'alien
avec une étonnante facilité. « Fais attention », dit l'humain, imposant sa voix basse et stable, perçant le brouhaha de la cantina. Sur ce, il éloigna Zarion et tourna son attention vers Aira, qui se relevait visiblement secouée mais indemne. « Ça va ?» demanda-t-il sa voix, perçant le chaos. « Ça va ?» Aira réussit à ramasser les verres de brisés et il s'agenouilla à côté d'elle, offrant son aide. « Ramasser des débris est un travail dangereux, mais ça paie le loyer. » dit-elle sèchement, désireuse de mettre fin à l'interaction. Il s'arrêta, regardant ses doigts fins alors qu'elle ramassait les éclats. Elle était étonnamment gracieuse pour une tâche si ingrate. Son ton suggérait quelque chose de plus profond, et le sang de Lyra se glaça. Elle se figea en croisant ses yeux pour la première fois. Ils étaient clairs d'un gris vif, intelligent et perspicace. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle, sa voix restant ferme, et il s'abstint de pousser davantage. Elra tremblait légèrement alors que les éclats de verre s'enfonçaient dans sa paume Preston Hale, qui se tenait grand, et la faisait se sentir encore plus petite, offrit de l'aider à ramasser les morceaux de verre brisés et dit « Si jamais tu as besoin d'aide, Grox sait comment me joindre. » D'un hochement de tête subtil, il disparut à nouveau dans la foule, laissant Elra face au danger de son identité exilée et au péril de son anonymat précaire. Après cet incident, Elra a essayé d'éviter Preston Hale en changeant ses itinéraires à travers la cantina et en se positionnant de l'autre côté de la pièce chaque fois qu'il apparaissait. Cependant, la station Nexus, malgré son immensité, semblait rétrécir lorsqu'elle essayait d'échapper à son attention. À son insu, il restait une présence constante dans sa cabine d'angle, son observation silencieuse offrant un contraste troublant avec le chaos de la cantina. Elra sentait ses yeux sur elle, bien que pas toujours, mais parfois, après une longue journée de travail, il ne faisait plus d'efforts pour lui parler, mais sa présence jetait une ombre sur son identité supposée. Son anonymat était brisé comme un fragile morceau de pluie à l'extérieur de la cantine. La station simulait des conditions météorologiques et ce soir, une pluie artificielle persistante rendait les passerelles crasseuses. Une silhouette encapuchonnée se précipitait vers son unité d'habitation trop rapide pour être un passant ordinaire. Elle accéléra rapidement le pas, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Sortant de la brume sombre, deux silhouettes émergèrent en coupant sa route d'évasion et se révélant être des chasseurs de primes reptiliens. Ces créatures étaient notoires pour leur impitoyabilité et leur persistance. Leurs écailles scintillaient dans la faible lumière et elles le fredonnaient sinistrement, leurs yeux froids et implacables fixés sur Elra, princesse de Varelia. L'un d'eux siffla et goûta l'air, tandis que Lord Chaos envoyait ses salutations et un contrat de récupération. Elle recula lentement, son esprit s'emballant. La ruelle ne menait nulle part et ses maigres cours d'autodéfense semblaient inutiles contre deux chasseurs expérimentés. « Il doit y avoir une erreur », balbutia-t-elle, sa prise perdue un instant. Elle était confuse sur la manière d'utiliser l'autre. Trandoshan ricana sa voix rauque et sèche et dit « Pas d'erreur, petit oiseau. La prime est suffisamment substantielle pour ignorer ta stature minuscule. » Avec leur matraque levée, Aira ferma les yeux, prête pour le choc électrique, la capture et le retour à Varelia Cale Rose, la mort certaine ou une vie de soumission. Soudain, un tourbillon de mouvement apparut à ses côtés, comme sorti des ombres de l'allée. Il se déplaçait avec une précision incroyable, sans annoncer sa présence, et en un clin d'œil, les Trosians étaient soit en train de charger en avant, soit en train de se tenir le museau. Après avoir reçu un coup brutal au visage, le premier chasseur balança maladroitement son bâton d'étourdissement, mais Preston l'esquiva
et saisit le bras tendu du Trosien, le tordant violemment en utilisant le levier plutôt que la force brute. Le chasseur cria lorsque son poignet se brisa, mais Preston le désarma avec une facilité méprisante et frappa la tempe du Trosien avec la crosse du bâton d'étourdissement capturé. Un craquement écœurant résonna dans le petit espace suivi d'un rugissement d'agonie. Le premier chasseur, maintenant en train de se remettre, se jeta avec son bâton d'étourdissement, mais Preston l'esquiva et frappa la tempe du Trosien avec la crosse du bâton d'étourdissement capturé. Preston réduisit rapidement la distance en 2 pas rapides, déviant la matraque électrique avec son avant-bras. Il déchaîna ensuite une rafale de coups dévastateurs, y compris un coup de coude à la mâchoire et une frappe de paume au plexus solaire. Le chasseur reptilien haleta en s'effondrant, et toute la rencontre dura moins de 10 secondes, debout parmi les chasseurs de primes, boitant. Preston respirait calmement son expression grimement efficace. Il se tourna ensuite vers Elira, qui le fixait. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin de cette assistance », dit-il sa voix calme, malgré ses jointures éraflées. Il désactiva la matraque paralysante capturée, puis demanda à voix basse « Comment as-tu su ?» La voix d'Ara tremblait alors qu'elle murmurait « Je fais en sorte de savoir des choses ». Il répondit ensuite de manière cryptique, en désignant l'entrée de la ruelle, suggérant que nous allions plus loin car ils chassent rarement seuls des cibles de grande valeur. Il savait qu'il ne supposait pas que tu savais qui j'étais. Alors, il prit doucement son bras. La pressant de s'éloigner de la scène, il la guida rapidement à travers un réseau de passerelles qui évitaient les couloirs principaux. Elra ricana, tirant son bras loin de lui, ses soupçons grandissant. Ses yeux montraient trop de tristesse et d'intelligence pour un simple serveur, et la façon dont il se tenait, même lorsqu'il essayait de le dissimuler, trahissait une formation de noblesse. Les pièces s'assemblaient bien parfaitement. « Merci, mais pourquoi devrais-je faire confiance à un parfait inconnu? Comment puis-je savoir que tu ne travaillais pas pour lui? » Preston se tourna vers elle, ses yeux gris fixés sur les siens dans la faible lumière d'un panneau lumineux cassé. S'il travaillait pour Crows, il t'aurait déjà immobilisé et serait à mi-chemin de Varelia. Je sais ce que c'est d'être traqué, et je n'approuve pas les tyrans qui renversent des dirigeants légitimes, surtout des gens comme ça. Il reprit sa démarche décontractée, soulignant l'importance de prendre ses propres décisions. Ayant laissé derrière lui une vie d'opération moralement ambiguë, il semble maintenant faire le bon choix en vous offrant son aide. Aira observait sa démarche avec l'assurance tranquille de quelqu'un de doué pour naviguer dans des environnements périlleux. Il l'avait sauvé, risqué sa propre vie contre des chasseurs de primes armés sans hésitation, et sa brève explication a résonné avec une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer. Avec une voix qui se stabilisait enfin, elle demanda « Où allons-nous » Preston lui assura que son endroit était plus sûr que son unité Achabé, promettant qu'une fois les chasseurs l'auraient trouvé, eux ou d'autres essaieraient à nouveau. Une fois le travail de serveur de l'Aira terminé, il la guida vers une nouvelle zone de la station plus propre, plus calme et nécessitant plusieurs niveaux de sécurité tous franchis sans problème par sa carte d'identité. L'appartement était étonnamment grand peu meublé, mais méticuleusement, Elra se tenait au milieu de la pièce confrontée à la réalité de sa situation. Des pièces d'armes organisées étaient désassemblées sur un établi dans un coin à côté d'outils de diagnostic électronique complexe. Un grand écran d'affichage tactique dominait un mur qui était actuellement éteint. L'homme semblait être un professionnel, quelqu'un habitué à être vigilant et préparé. Il désigna une porte fermée, suggérant que vous la preniez si vous vouliez la verrouiller, tandis que je proposais de prendre le canapé. Nous devons parler de Cale Rose Vielia,
et de vos plans pour l'avenir, car se cacher pour toujours n'avait pas une option. Avec sa couverture compromise, elle se retrouvait à compter sur un homme énigmatique qui lui avait sauvé la vie. Ses compétences et ses motivations lui étaient bien mystérieuses, mais il parlait de faire le bon choix. En plongeant son regard dans ses yeux calmes et déterminés, elle ressentit une étincelle d'espoir, quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des mois, peut-être qu'elle n'était pas complètement seule, après tout, prête à porter l'homme imposant de la cantina. Elle étudia son sauveur avec l'intensité prudente d'une créature testant les barreaux d'une nouvelle cage. Preston Hale lui laissait de l'espace, ne la poussait jamais, et se déplaçait dans l'appartement avec une efficacité silencieuse qui était d'une certaine manière étrange, mais il venait de devenir son allié improbable et peut-être unique dans la lutte pour son trône et sa vie. Le passage de l'anonymat chaotique de la cantina à l'espace calme et ordonné de son appartement était déconcertant.